Bonjour et bienvenue dans Business, le magazine économique de la région Grand Est réalisé par votre réseau de télévision régionale Alsace 20, Canal 32, Vosges Télévision et Via Mirabel. Alors je me trouve aujourd'hui en plein cœur du tout nouveau centre des congrès Robert Schuman de Metz où se déroulent les rencontres Grand Est numérique. Des rencontres qui chaque année prennent de plus en plus d'ampleur. 3000 visiteurs sont attendus et pour cause, tous les métiers, tous les secteurs d'activité sont concernés par la révolution numérique. Pour en parler, je reçois Jean Rotner, président de la région Grand Est. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission aussi des reportages, voici le sommaire. Quel visage la mutation digitale prend-elle dans le Grand Est ? Avec ses chariots élévateurs entièrement automatisés, l'équipementier ThyssenKrupp Presta a amorcé une véritable petite révolution dans le fonctionnement de son usine Mosellane. Quand le jeu vidéo devient sérieux, un développeur de logiciels alsacien propose des méthodes ludiques au service de l'amélioration de ses connaissances ou de ses performances. Quant, le moteur de recherche français qui respecte la vie privée, est en pleine expansion. Une partie de ses développeurs y travaillent à Épinal dans les Vosges. Et enfin, nous parlerons cybersécurité et protection des données. Des formations spécifiques se développent à l'Université de Troyes dans l'Aube. Business, c'est parti! Jean Rotner, inciter et accompagner les entreprises à prendre la révolution en marche, la révolution numérique en marche, c'est l'un des objectifs de ce salon. Aucun corps de métier, aucune entreprise ne peut plus aujourd'hui faire l'impasse du numérique. Oui, je crois que c'est évident, c'est juste normal, le monde bouge, le monde avance. Comme on dit aujourd'hui, il est agile et nous devons accompagner cette mutation, cette transition, même cette disruption. Il y avait effectivement une manière particulière de fonctionner dans l'économie. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus rapidement et à la fois dans l'information, dans l'organisation même de l'entreprise, dans la mécanique, dans la robotique, tout doit être repensé. C'est pour ça que nous les accompagnons. Ce serait même se mettre en difficulté aujourd'hui de ne pas s'engager dans cette transition. Oui, je crois qu'il faut en prendre pleinement conscience. On ne parle pas simplement de faire un site internet. Il faut déjà en avoir un, c'est normal. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. L'accompagnement concerne l'entreprise, concerne l'artisan, concerne la ferme. Toutes ces finalement situations, ces points d'économie qu'il faut accompagner dans la révolution, dans cette transition, dans la modernisation de l'appareil de production. Alors, un exemple d'une entreprise qui s'est pleinement emparée des opportunités qu'offre le numérique. Elle fait d'ailleurs figure d'ambassadrice régionale de la stratégie Usine du futur. Il s'agit de l'équipementier automobile ThyssenKrupp Presta, situé à Famec en Moselle. C'est une usine d'assemblage de colonnes de direction. Et depuis 3 ans, des chariots autoguidés font le travail des caristes. Explication. AGV en anglais c'est Automated Guided Vehicle, c'est ni plus ni moins qu'un chariot autoguidé. Il reçoit ses ordres donc par Wi-Fi et si on regarde, il y a des petites bornes, des réflecteurs à peu près à 3 mètres de haut. Ça joue le rôle de GPS. Alors là, le système lui a donné l'allée dans laquelle il doit ranger cette caisse. Des chariots élévateurs sans chauffeur, capables d'aller ranger les entrées fournisseurs et de les rechercher suivant les besoins de la production. La technologie n'est pas nouvelle, mais sa mise en œuvre à l'échelle des 25 lignes de production de cette usine d'assemblage a constitué un véritable défi. Pas moins de 5000 déplacements par jour sont orchestrés depuis leur écran digital par les 300 opérateurs du site. Une petite révolution au sein de l'entreprise. Avant, il y avait un cariste qui était attitré à la ligne et la personne au contrôle final appelait le cariste, le ailait si on peut dire, et il disait viens me prendre la caisse là et amène-la moi aux expéditions. Alors pour les opérateurs de ligne, ça leur a simplifié leur environnement de travail. Avant, tout pouvait être posé n'importe où. Aujourd'hui, on a des emplacements spécifiques, donc ils savent où l'AGV va déposer la caisse, où il va venir la chercher. Des environnements de travail simplifiés et des temps de livraison optimisés. Après 1 an de formation des salariés et 2 ans de fonctionnement, le bilan s'avère déjà positif. Les 4 millions d'euros d'investissement seront amortis en moins de 3 ans. Depuis la mise en œuvre, on n'a aucune caisse tombée. Précédemment, c'était environ 1 caisse par semaine qui tombait. Donc c'est conséquent, donc impact sécurité, risque important de sécurité qui a été minimisé. L'ergonomie au poste de travail également a été améliorée grandement en fait, sur les chaînes de production. Réactivité, donc le délai. Comme j'ai dit, on fonctionne en flux tendu, on a beaucoup de changements de série sur nos installations et depuis la mise en œuvre des AGV, on a doublé en fait cette souplesse de flexibilité concernant les changements de série. Et sur la quarantaine de caristes qui travaillaient ici, une trentaine a été repositionnée au sein même du site. 6 d'entre eux sont restés caristes sur des tâches spécifiques
ou ont été formés à un nouveau métier. Maintenant, ce qui a changé, c'est que nous avons toujours du boulot, mais ma tâche n'est plus la même, quoi. Il y a juste à mettre sur le convoyeur et je ne rentre plus dans le magasin. Vous avez été formé aussi? Oui, formé pour dépanner les AGV. 8 millions de colonnes de direction assistées sortent de ces lignes chaque année et les innovations 4.0 de l'entreprise lui ont déjà permis de gagner de nouveaux marchés. Voilà, alors dans le cas de ThyssenKrupp, il n'y a pas eu de suppression de postes puisque la trentaine de caristes a été reclassée. Néanmoins, la transition numérique, la numérisation de l'appareil productif peut-elle inquiéter les travailleurs? Elle inquiète par définition. Mais là, l'exemple est assez magnifique. Déjà, vous avez choisi une des entreprises, comme on dit chez nous, leader dans ce domaine, une entreprise avec une présence mondiale très forte et qui réfléchit là aussi à ses moyens de production, aux conditions de travail, on l'a bien vu, de ses employés. Les témoignages sont exemplaires. On travaille mieux, on travaille plus efficacement, dans une ambiance beaucoup plus calme. Les caristes ont été reconvertis, c'est des nouvelles professions qui ont été inventées, c'est des profils de carrière qui se retrouvent peut-être beaucoup plus positivement comprises par les employés. Donc oui, il y a beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas simplement la mécanique ou la technologie, c'est repenser tout le fonctionnement d'une industrie, d'une usine, y compris dans ses rapports humains. Et puis, vous l'avez dit, de nouveaux métiers apparaissent. 70% des enfants nés en 2000 exerceront d'ailleurs un métier qui n'existe pas encore ou qui sera transformé du fait du numérique. Est-on cependant en mesure aujourd'hui justement d'anticiper ces nouveaux métiers pour adapter la formation? C'est une question essentielle. Nous le faisons aujourd'hui avec nos écoles de formation, tout particulièrement ici à Metz, avec des laboratoires de recherche. Et là, on n'est pas simplement dans le dur, on est parfois dans les sciences humaines. Comment anticiper, comment réfléchir justement à ces nouveaux métiers qui arrivent. Et une manifestation comme le GEN aujourd'hui le démontre. Et dans son programme, il cherche aussi à réfléchir, à anticiper, à déceler les signaux faibles qui, nous, au niveau de la collectivité, permettront effectivement de placer les meilleures formations au meilleur endroit et au meilleur moment. On voit d'ailleurs sur ces images, c'est le centre de formation du pôle des apprentis de Yutz qui a mis en place une ligne usine du futur pour ses apprentis. Voilà, la numérisation peut aussi rendre l'industrie plus attrayante pour les jeunes. Oui, j'étais l'autre jour à la foire de Chalon, ce grand rendez-vous, et les artisans avaient un village de l'artisanat numérique. Et on peut dorénavant s'entraîner, répéter un geste pour scier une planche et tout ça d'un point de vue numérique. Ça veut dire que le geste peut être répété, l'apprenti peut comprendre, l'apprenti peut se performer beaucoup plus, simplement avec une numérisation qui simule la vraie réalité. Et aujourd'hui, on développe ces nouveaux centres de formation de manière assez fréquente, partout. Les industriels le font parfois en interne, mais nous, au niveau de la collectivité, dans nos centres de formation des apprentis, dans nos lycées professionnels, ces nouveaux modes d'enseignement arrivent petit à petit. Alors, les rencontres GEN ont aussi pour ambition de promouvoir les acteurs mêmes du numérique. Et la région Grand Est, ce salon en est la preuve, foisonne de réseaux, de start-up, d'incubateurs d'entreprises. Parmi ces jeunes pousses, la société Method in the Madness connaît une belle ascension. Elle développe depuis 2011 des Serious Games. Ça vous parle, le jeu sérieux? Vous connaissez? Oui, ça me parle. Ça me parle parce qu'on est obligé de s'y intéresser, on est obligé de comprendre. Et on est obligé d'accompagner, là aussi, ces nouvelles sociétés qui arrivent sur le marché parce que ce sont des marchés porteurs, des marchés d'avenir. Alors, cette société met le jeu vidéo au service de la formation et des entreprises. Explication avec ce reportage signé Alsace 20. À Method in the Madness, on prend le jeu vidéo très au sérieux. Cette start-up strasbourgeoise, lancée en 2011 par 3 créateurs de jeux vidéo, surfe sur l'engouement naissant des entreprises alsaciennes pour les Serious Games. Cet outil utilise le côté ludique du jeu vidéo pour apprendre, former ou encore soigner. Imaginez un jeu qui permet de comprendre un traitement médical. C'est l'ambition du projet VP contre Dark Tumor. C'est un jeu sur tablette destiné à des enfants hospitalisés atteints de cancer. En fait, l'idée, c'est de leur montrer qu'est-ce que c'est un cancer, comment est-ce qu'on combat le cancer par le biais d'un jeu.
où ils se baladent avec un petit personnage dans le corps humain et combattent les cellules cancéreuses. Autre innovation pour les entreprises, permettre aux employés de se former sur le terrain ou aider une PME à évaluer ses risques grâce à de simples applications. C'est donc pour la détection de risques en entreprise. Donc la prévention de risques et la détection des vulnérabilités auxquelles une entreprise peut faire face. Donc ça va être par exemple une attaque informatique, est-ce qu'on est protégé contre ça ? Ça va être un dégât des eaux, ce genre de choses. Donc l'application va poser une série de questions qui permettront de détecter, en fonction de vos réponses, de détecter les risques associés. Autre axe de développement pour la start-up, la 3D au service du consommateur. Une des grosses perspectives de développement de l'entreprise, c'est qu'on a créé un produit phare qui s'appelle MyDeco Cloud, qui est un outil pour faire de la décoration d'intérieur en 3D dans le navigateur web. Et on l'utilise pour nos clients pour leur permettre en fait de vendre, que ce soit de l'habitation, c'est-à-dire un appartement, une maison, du meuble. Et donc on leur permet d'avoir des configurateurs en ligne qui va vous permettre vous de configurer votre projet et de l'acheter dans la foulée. Ainsi, Method in the Madness a su saisir l'attrait du monde économique pour l'industrie du jeu vidéo. Une approche qui lui permet d'être aujourd'hui en pleine croissance. Voilà donc un bel exemple d'application numérique. Jean Rotner, en région Grand Est, y a-t-il des startups, des innovations qui retiennent particulièrement votre attention ? En choisir une, ce serait forcément faire beaucoup de jaloux. Moi, je dirais que c'est un état d'esprit qui est en train de se créer. C'est un état d'esprit qui vise à densifier aussi notre écosystème de start-up. Mais derrière la start-up, ça veut dire réfléchir d'ores et déjà à l'industrialisation du produit construit par ces entreprises qui débutent. Donc, il faut que toute la chaîne de valeur puisse être créée. Il y a des domaines assez intéressants qui sont en train de se développer. Ici, MS, on l'a vu la semaine dernière avec un championnat de jeux vidéo. Nous avons des écoles de formation au e-sport qui sont en train de se développer, qui connaissent un essor fantastique. Ce n'est pas simplement apprendre aux jeux vidéo, c'est apprendre à être entraîneur, coach, commentateur sportif, créateur de jeux, mais également technicien de jeux. Et nous avons, à partir de cette idée, à partir de ces écoles, créé des ponts avec des lycées professionnels qui permettent à des étudiants, à des lycéens, de réfléchir, de partir de cette application, de ces jeux vidéo, pour se dire, est-ce que je n'ai pas, moi, dans mes choix professionnels futurs, dans ma formation, intérêt à me passionner pour cela et à trouver de nouveaux débouchés. Nous les accompagnons dans ce choix. La société, en tout cas, est en pleine révolution et le domaine de l'e-santé, notamment, est particulièrement dynamique aussi du côté de Strasbourg. Là aussi, y a-t-il des innovations particulièrement prometteuses ? Alors, le problème de la e-santé, ça va être le sujet de tout le monde et c'est le sujet à la fois d'aujourd'hui, mais ça va être le sujet de demain. Vous savez qu'à l'échelle de la région, nous avons décidé de permettre de relier tous les foyers au très haut débit. Les chantiers ont commencé, ici en Moselle avec le conseil départemental, avec l'ensemble des conseillers départementaux d'ailleurs de tout le Grand Est. C'est une décision qui a été prise et le déploiement est en cours. Ça va changer les habitudes. Et la première application, les premiers usages recherchés et réfléchis pour utiliser ces autoroutes de l'information aujourd'hui, à l'échelle de la région, c'est la e-santé. C'est comment est-ce qu'on laisse, par exemple, une personne âgée dans sa maison de retraite plutôt que de l'amener vers l'hôpital et la consultation peut se faire à distance. Comment est-ce que l'on suit les maladies chroniques? Comment est-ce qu'on invente, du coup, ces nouveaux lieux de formation, des polycliniques virtuelles, des formations médicales particulièrement adaptées à ce nouvel outil? Nous sommes, nous, en amont de ces réflexions, de la mise en place de ces outils technologiques en termes de formation, en termes d'accompagnement financier, en termes de soutien à cette démarche, en lien avec l'Agence régionale de santé, par exemple, et l'ensemble des collectivités et des professionnels. Puisqu'on parle de santé, une petite question. À l'heure où les réseaux Wi-Fi se multiplient, où les objets connectés sont de plus en plus nombreux à nous entourer, se pose-t-on suffisamment aussi la question du risque sanitaire, des conséquences sanitaires de ces nouvelles technologies? On sait que l'ANSES émet des réserves sur les ondes électromagnétiques qu'elle classe comme cancérigènes. Elles peuvent surtout être effectivement néfastes pour les enfants. Ne faut-il pas aussi prendre le temps de réfléchir, d'étudier? Tout ne va-t-il pas toujours trop vite? Sans aucun doute, il y a aussi le temps de la pédagogie, de l'explication. On le voit bien aujourd'hui avec Linky qui parfois pose un certain nombre
de sujets d'explication encore nécessaires, de meilleure compréhension. Est-ce dangereux, n'est-ce pas dangereux? Beaucoup de questions se posent. Oui, il y a effectivement la sécurité sanitaire, il y a aussi la sécurité des données, la protection individuelle. C'est quelque chose d'essentiel auquel la population est extrêmement sensible. Et on avance du coup sur ces sujets, pardon. Oui, on progresse, on avance. Ce n'est pas forcément le rôle de la région, mais nous sommes attentifs à ces sujets. Les universitaires, le monde académique y réfléchit, l'État y réfléchit, c'est de sa responsabilité, et nous accompagnons ce mouvement. Alors plongeons-nous à présent dans les méandres de la toile. Face à la mainmise des géants américains que sont Apple, Google et Facebook, savez-vous que la France n'a pas dit son dernier mot? Il existe en effet un moteur de recherche quant développé depuis 2013. Une partie de ses développeurs y travaille d'ailleurs à Épinal dans les Vosges, sur Quant Junior et Quant Shopping. Regardez ce reportage signé Vosges Télévision, tourné à l'occasion de journées portes ouvertes et d'un atelier pour enfants. Quels sont les 3 mots qui m'ont permis de trouver ces images? Donc qu'est-ce que vous voyez là? Retrouver le mot-clé correspondant aux images, l'idée étant d'éduquer les 6 classes d'enfants du CP au CE2 présents à la recherche d'informations sur Internet. Quant, le moteur de recherche français développé à Épinal, le deuxième plus utilisé à l'échelle nationale après Google, veut se faire connaître pour concurrencer le géant américain grâce à sa spécificité, celle de ne collecter aucune donnée sur ses utilisateurs, mais aussi de s'adapter aux 6-12 ans avec Quant Junior. On va en plus filtrer les contenus qui sont liés à 4 catégories, donc le porno, la violence, la consommation de drogue et l'incitation à la haine. Donc ça c'est des niveaux de blacklist, donc des listes noires qu'on fait sur les URL et sur certains mots-clés. Et ensuite on va aussi faire remonter les contenus éducatifs, donc c'est en général des contenus qui sont super bien faits pour les enfants. Objectif atteint pour l'entreprise, élèves et parents semblent apprécier l'initiative lancée en 2013 et la firme a bien compris que convaincre les plus jeunes aujourd'hui, c'est leur faire adopter le moteur de recherche plus tard. Moi je ne savais pas cette application, donc j'utilisais Google. Et c'est beaucoup mieux cette application. Il n'y a pas de mort par exemple, parce que le monsieur il nous a expliqué que dans Google on peut trouver des morts et que c'est pas bien pour les enfants. Quant Junior, c'est quelque chose à laquelle j'initie déjà ma plus grande, qui a un CP, qui commence à faire ses premières recherches sur Internet. Donc je suis sûr d'être sur un moteur de recherche où les résultats sont triés. Et voilà, moi c'est ce que je recherche avant tout pour éviter qu'elle tombe sur des contenus choquants. Mais tout n'est pas rose. Le moteur de recherche doit encore faire des progrès en matière de pertinence des résultats et d'indexation dont 10% proviennent encore de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Un point noir que l'entreprise espère faire disparaître d'ici la fin de l'été. En attendant, Quant ouvre ses portes comme ce lundi sur le site de la Maison Romaine pour sa promotion. Cette réussite, l'entreprise la doit en partie à l'actualité, notamment le règlement général sur la protection des données personnelles appliqué en mai et le scandale de l'utilisation de ces informations par le réseau social Facebook. Les dernières actualités autour du respect de la vie privée, du RGPD dont tout le monde a entendu parler évidemment, Facebook Analytica, etc., ont donné conscience aux Français en particulier de la nécessité de pouvoir aller sur Internet de manière protégée ou de manière qui respectent leur vie privée. Et donc pour ça, aujourd'hui, on a pratiquement 20% de croissance par mois. Pour perdurer sur cette voie, le directeur général veut lancer d'ici l'an prochain Quant Musique. Il souhaite aussi développer l'implantation de Quant Junior, déjà présent dans 9 des 12 académies. Voilà donc un moteur de recherche qui mise sur la protection des données personnelles. Le modèle est pertinent. Est-ce qu'il peut concurrencer cependant les géants du web ? Est-ce que vous utilisez Quant? Je l'utilise. Eh bien parfait, c'est très bien. Nous sommes donc 2. C'est parfait. Moi je suis très heureux que ce soit également à Épinal, parce que le numérique, la transition digitale concerne naturellement les grandes villes, souvent à la pointe, mais concerne également les villes moyennes. Et notre devoir en termes d'aménagement du territoire, c'est d'accompagner aussi des entreprises comme Quant par exemple, à s'installer dans les villes moyennes. La croissance, elle est partout. Elle est dans les villes moyennes, elle est dans les campagnes, et notre rôle, c'est de l'accompagner. Et effectivement, en matière de protection des données, je crois que là, on a un très bel exemple de réussite française. Cocorico, on peut être fier, qui s'installe là aussi dans notre région, avec des requêtes qui ont triplé d'une année sur l'autre. Donc, les choses petit à petit s'engagent plutôt bien, et il faut que nous soyons vigilants. Votre reportage le montre bien, les messages percent dès le plus jeune âge, et cette éducation au numérique, c'est de notre responsabilité commune de savoir la mener. Alors Internet et ses diverses applications mobiles créent aussi des règles du jeu nouvelles dans l'économie. On le voit avec la société Uber, Airbnb, Blablacar. Est-ce que ces plateformes collaboratives, qui certes font le bonheur des usagers,
ne peuvent-elles pas inquiéter les entrepreneurs plus traditionnels? Est-ce qu'on doit légiférer? Est-ce qu'on doit laisser faire? Quel est votre point de vue par rapport à cette ubérisation de l'économie? Tout ne doit pas être légiféré, réglementé. Il y a aussi un côté nouveau du marché qu'il faut découvrir. Et vous savez, si on reste dans des règles trop classiques, si on légifère de trop, bien, on bride l'innovation, on bride la création. Parfois, par rapport à une difficulté concurrentielle, on le voit, il y a des entreprises qui trouvent une solution, qui arrivent à contourner cette difficulté et apporter d'ailleurs, par exemple, à nos hôteliers de nouvelles solutions pour contrer les plateformes aujourd'hui comme celles qui permettent de louer de manière très facile un appartement. Ces choses-là existent. Donc, encourageons plutôt l'innovation, contournons les difficultés, sachons ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes avec des lois parfois trop rigides qui viennent contraindre aussi ceux qui étaient censés être protégés. Mais favorisons l'innovation, favorisons là aussi cette agilité à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, autre grand enjeu de la révolution numérique, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la cybersécurité, autrement dit la protection des données informatiques. Le piratage des données sous forme de rançon peut par exemple être une menace sérieuse pour les entreprises aujourd'hui. L'Université de technologie de Troyes propose aujourd'hui des formations à destination des enquêteurs, des étudiants, mais aussi des entrepreneurs. Un reportage de nos confrères de Canal 32. Ingénieur doctorant du Bac+3 au Bac+6, Reza encadre les cycles aussi bien des étudiants que des salariés en formation continue. Il faut forcer le type. RT flotte en fait, et il n'est pas connu par QT. Juste après le bac, on a une branche spécifique d'alternance en cybersécurité. On a un master en cyber, on a un master spécialisé. En fait, voilà, on a plusieurs formations et nous pouvons aller aussi dans des entreprises pour analyser leurs besoins et pour développer des formations orientées cyber en fonction de leurs besoins. Dans cette salle, interdiction de filmer les visages. Ici, l'UTT forme les spécialistes européens de la cybersécurité et des techniques d'enquête numérique. Cette formation se nomme CyberX. Et l'idée, c'est de créer une formation qui est destinée à des enquêteurs en nouvelles technologies aguerris et les emmener à un niveau qui est encore plus élevé dans la mesure où nous abordons des spécificités de formation qui sont rarement explorées. Par exemple, nous faisons de l'analyse de la mémoire vive. Autre module de formation, le recueil de la preuve numérique s'adresse aux enquêteurs. C'est les méthodes d'acquisition de la preuve numérique qui est telle que la méthodologie utilisée est recevable face à un magistrat. Voilà. Et effectivement, on est les seuls à faire ça dans la région Grand Est. Ce mois d'octobre, comme chaque année, l'UTT organise la semaine de la cybersécurité. Conférences, ateliers et workshops attirent des étudiants et des professionnels du monde entier. Voilà, donc la cybersécurité, c'est un phénomène qu'il faut prendre au sérieux aujourd'hui quand on est une entreprise, mais aussi une institution. Ah oui, tout à fait. Pour exemple, la région Grand Est a été attaquée 37 fois l'année dernière. Donc ça nous impose là aussi bien une culture de la sécurité, une culture de risque, savoir l'anticiper, savoir contrer ces attaques. De manière générale, à l'échelle de la région, nous avons, prenez l'UTT comme exemple dans votre reportage, il y a en Lorraine le LORI, le laboratoire lorrain de recherche informatique. C'est 500 chercheurs qui ont un laboratoire qui est spécifiquement consacré à cette cybersécurité. Mais au-delà de la cybersécurité, qui est probablement le sujet déjà d'aujourd'hui et de demain, il y a le sujet de l'intelligence artificielle, il y a le sujet des données. Tout cela, je crois que nous devons devenir plus performants. Nous devons multiplier là aussi les sites de formation à tous les niveaux, universitaires très élevés, mais également à partir du BTS sur ces sujets, parce que bien, pour protéger nos entreprises, pour protéger notre économie, elles auront besoin demain de techniciens, de spécialistes dans ces domaines-là. Donc cela nous impose, effectivement, on en parlait aussi tout à l'heure, de revoir, d'anticiper ces métiers du futur en créant dès aujourd'hui des formations qui soient adaptées à cette nécessité de se protéger. Jean Rotner, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de la région Grand Est. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Business. À bientôt.